La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Prenez le virage de la chimie du végétal. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. De plus, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Est-ce que tu peux passer la slide, François, s'il te plaît? Sabrina Biorot-Serin, experte scientifique innovation chez Hemming. Bonjour Sabrina. Bonjour Delphine, bonjour François, bonjour à tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Et bien évidemment, notre deuxième intervenant du jour, François Jérôme, directeur de recherche CNRS et directeur adjoint à l'Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers. Bonjour François. Bonjour Delphine, bonjour Sabrina et bonjour à toutes et à tous. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'agenda de notre webinaire. Dans un premier temps, nous parlerons du contexte actuel de la pétrochimie vers la chimie du végétal. La chimie du végétal, pourquoi prendre ce virage? Les nouveaux produits à partir des déchets de biomasse, quelle technologie? Avec de nombreux exemples dans le domaine de la cosmétique, de l'agriculture et des détergents. Puis, nous présenterons la Fédération de recherche en chimie verte, INCRISE, et le GDR Cosmective. Je laisse maintenant la parole à Sabrina pour nous parler du contexte actuel. Sabrina, c'est à toi. Merci Delphine. Tout d'abord, Sabrina, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux répéter, voilà. s'il te plaît? Voilà, justement, je tenais à m'excuser, mais ce sont les aléas du direct. J'ai quelques petits problèmes audio. François, du coup, je veux bien si tu pouvais passer la slide, s'il te plaît. Sabrina, Sabrina, est-ce que tu peux recommencer ta slide parce qu'on ne t'entend pas? Peut-être que tu pourrais même éteindre ta caméra pour voir si on a un meilleur retour. Voilà, c'est bon là? Vous m'entendez? Oui, très bien, vas-y. Oui. Bon, pour introduire ce webinaire, je souhaitais tout d'abord vous parler de pétrochimie. Depuis un siècle, lors de sa découverte, notre économie s'est totalement orientée vers le pétrole en oubliant tous les procédés techniques et technologiques liés à une économie non pétrolière. Tous les objets de notre quotidien proviennent de la pétrochimie, donc on peut citer les plastiques, les fibres textiles, les adhésifs, etc. Mais comme vous le savez, la pétrochimie est la plus grande activité la plus grande activité polluante atmosphérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, Sabrina, on ne t'entend pas. Est-ce que tu pourrais couper ta caméra, s'il te plaît? Bien sûr, je vais couper ma caméra. Voilà, c'est fait. Donc, j'espère que ça va être mieux. Je t'invite à reprendre la présentation. Oui, d'accord. On ne voit plus que toi, François, maintenant. Donc, on a pu voir récemment dans le rapport de 2021 du groupe d'experts intergouvernementaux que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont élevé les températures d'environ 1,1 degré, donc depuis la période 1850-1900. Et ce même rapport conclut que la température mondiale, en moyenne sur les 20 prochaines années, devrait atteindre ou franchir le seuil de 1,5 degrés. Donc la pétrochimie engendre également une pollution des sols et des eaux, et puis sans parler des maladies liées à la pétrochimie qui sont en nette augmentation. Donc nous prenons tous conscience actuellement de la nécessité d'évoluer vers un développement durable. Et cette prise de conscience générale se traduit notamment par la pression constante de l'opinion publique
les entreprises polluantes. Donc, les consommateurs ont des attentes en termes de santé. Ils ont le désir d'être plus respectueux envers l'environnement et de s'engager pour une meilleure qualité de vie. François, je veux bien si tu pouvais passer la slide, s'il te plaît. Ouais, c'est fait. Donc, la chimie du végétal dont va vous parler François, justement, s'impose comme une approche radicalement nouvelle au problème de l'activité pétrochimique industrielle. Cette chimie vise à remplacer les molécules issues du carbone fossile par des molécules biosourcées, des molécules issues de ressources renouvelables. Malheureusement, la connexion était extrêmement mauvaise. Je t'invite à poser ta question à François, Sabrina, et nous allons laisser la parole à François. Oui. Tout à fait. Donc, François, on entend parler de chimie verte, de chimie blanche et de chimie bleue. Au final, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la chimie durable et puis aussi répondre à la question suivante, est-ce que la chimie du végétal est toujours propre? Oui, alors, merci Sabrina. Donc, en fait, effectivement, on parle beaucoup de couleurs, de chimie. Aujourd'hui, je pense que la chimie n'a pas de couleur. En fait, elle est durable ou elle l'est pas. Et la grosse problématique actuellement, alors si je vous mets le pointeur, comme ça va être plus facile pour vous poursuivre. La grosse problématique actuellement, c'est qu'en fait, vous le connaissez, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète. On a une augmentation exponentielle de la démographie. Et ça a des conséquences importantes. Les premières conséquences, c'est qu'on utilise de plus en plus de matières premières, qu'elles soient minérales, fossiles, mais également biosourcées. Et puis, on voit que le nombre de terres arables par habitant est en constante diminution. Et on sait aussi que nous avons un impact non négligeable sur la planète. On peut parler, par exemple, du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité, l'accès à l'eau potable, la santé, etc. Et la chimie, aujourd'hui, doit résoudre une équation relativement complexe que certains dans la salle connaissent puisqu'ils ont contribué notamment à cette publication, qui est comment est-ce qu'on peut produire plus et mieux à partir de moins. Et je crois que si on cerne à peu près correctement cette question, on n'a pas très loin la définition de ce qu'on appelle la chimie durable. Merci, merci François. Alors, passer de la pétrochimie à la chimie passer de la pétrochimie à la chimie du végétal est complexe pour les industriels qui doivent du coup repenser leurs procédés et cela prend forcément du temps. Alors François, pourquoi prendre ce virage et qu'est-ce que cela implique en termes de défis pour les industriels? D'accord. Alors en fait, lorsque on discute avec les industriels de la chimie, on s'aperçoit qu'il y a deux grands défis importants. Le premier, c'est la substitution du carbone fossile par du carbone renouvelable, comme tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure dans ton introduction. Alors, carbone renouvelable, j'entends derrière la biomasse, les déchets, mais aussi tout ce qui est carbone recyclé. Et puis, le deuxième challenge, c'est vraiment la recherche de nouvelles technologies, toujours plus propres, économes en atomes, en énergie, en minéraux, en eau, etc. L'objectif étant de minimiser au plus possible l'impact ou l'empreinte de la chimie sur l'environnement. Donc, lorsqu'on regarde un petit peu là tout ce qui est substitution des ressources fossiles, donc pétrole, gaz naturel, charbon par des ressources renouvelables, là, il faut bien distinguer deux scénarios très différents. Le premier, c'est l'énergie, donc qui va manger entre guillemets 85 à 90% de ces ressources fossiles, donc pour faire à l'échelle de la planète, eh bien de l'électricité, des carburants, du chauffage. Alors, dans ce domaine, la biomasse peut être un des acteurs, mais très clairement, ce ne sera pas l'acteur majoritaire parce que les volumes ou les tonnages dédiés à l'énergie sont tels qu'avec la biomasse, on ne pourra pas répondre à la demande de la société en termes d'énergie. Par contre, là où la biomasse devient intéressante, c'est dans le domaine de la chimie pour refabriquer les produits de la vie de tous les jours, puisque là, on voit que la chimie, finalement, utilise entre 10 et 15% de ces ressources fossiles. Donc là, on va parler de tonnages qui sont beaucoup plus faibles. Et là, la biomasse peut plus facilement tirer son épingle du jeu. Alors, quand on regarde la biomasse, là, je vais me concentrer sur la biomasse terrestre. Je ne vais pas parler des algues. On voit qu'il y a à peu près 5% d'huile végétale. Et puis, tout le reste, eh bien, c'est ce qu'on appelle de la biomasse lignocellulosique. Donc, ce sont essentiellement des déchets, soit de la forêt, des déchets de l'agriculture, par exemple, comme de la paille, des déchets de l'industrie du bois. Ça peut être des copeaux de bois, de la sciure.
C'est un petit peu moins vrai en Europe, mais un peu plus en Asie. C'est également tout ce qui est déchets alimentaires. Et puis un chimiste, lorsqu'il regarde cette biomasse lignocellulosique, il voit 3 polymères majoritaires. La lignine, qui est un polymère de composés aromatiques, et puis 2 polysaccharides, donc l'hémicellulose, qui est composé de, on va aller grosso modo, de pentose et d'hexose, et puis la cellulose, dont on va parler tout à l'heure, qui est un polymère composé majoritairement de glucose. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on peut faire des produits chimiques à partir de ces polymères? La réponse est quand même oui. Il y a 2 manières de le faire. Il y a la méthode dite de drop-in. Alors là, l'exemple est simple, c'est-à-dire qu'on va prendre un composé qui existe aujourd'hui sur le marché, qui est utilisé, et pour X raisons, qui peut être par exemple une législation, on va demander finalement à fabriquer ce produit non plus à partir de ressources fossiles, mais à partir de biomasse. Donc là, le driver, il est très clair, c'est le prix, parce qu'il faut être capable de faire des recherches à un coût compétitif. Mais une fois que vous avez dit ça, bien derrière, ça soulève des verrous scientifiques et technologiques qui sont importants. Pourquoi? Parce que la chimie, en fait, sur des dizaines et des dizaines d'années, s'est développée sur le carbone fossile, donc des molécules qui sont plutôt à faible degré d'oxydation. Donc tout l'enjeu de la chimie a été d'oxyder cette matière première pour créer de la complexité, de la diversité moléculaire. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le carbone renouvelable et notamment la biomasse, qui est extrêmement riche en oxygène, eh bien, si on s'inscrit dans cette méthode de drop-in, il va falloir éliminer de l'oxygène, et c'est-à-dire qu'on va demander à la chimie de switcher d'un système d'oxydation vers un système de réduction. Et ça, bien évidemment, ça va changer la donne dans la manière dont on va faire un procédé, dans la manière dont on va développer des catalyseurs, etc. Donc, je peux vous donner un exemple relativement simple de méthode drop-in qui avait été développée avec la société Solvay, donc certains, je crois, sont en ligne. Donc, c'est cette petite molécule qui est ce qu'on appelle la MXD. Donc, vous la connaissez peut-être pas, mais vous la connaissez quand même, parce qu'en fait, c'est une molécule qui est utilisée pour faire un polymère, qui est utilisé pour des applications électroniques, dans tout ce qui va être téléphone portable ou ordinateur. Et cette molécule, elle est fabriquée typiquement à partir de ressources fossiles. Donc, vous partez de méthaxylène, vous faites une réaction d'amoxydation et ensuite une réaction d'hydrogénation pour obtenir cette molécule. Et avec Solvay, on avait pas mal travaillé sur cette voie, essayer de trouver une voie biosourcée d'accès à la MXD. Donc, on est parti du furfural, qui est une molécule qui est produite à 300 000 tonnes par an, avec un prix qui fluctue, je crois qu'elle est aux alentours de 2,50 € du kilo en ce moment, mais qui est produit à l'échelle industrielle, donc à partir de résidus agricoles. Et donc ensuite, eh bien, on a développé une voie d'accès finalement sur l'écran ici qui est relativement simple. Alors dans les faits, c'était pas si simple que ça, mais ici à l'écran, ça paraît relativement simple. Donc une réaction d'Ilsalder suivie d'une réaction d'aromatisation et puis une hydrogénation. Donc ce qui est très intéressant dans ce procédé, c'est qu'on voit qu'en fait que le seul coproduit qu'on a ici, c'est de l'eau. Et donc on a quelque chose qui est quand même très très économe en atomes. Donc voilà un exemple typique de substitution de carbone fossile par du carbone renouvelable, où là, on ne change pas la molécule finale. La deuxième approche, et qui est probablement, bon, c'est mon opinion personnelle, peut-être la plus astucieuse, c'est plutôt de tirer profit de la fonctionnalité chimique qui est présente dans cette biomasse pour essayer d'amener des nouvelles propriétés, éventuellement des nouvelles applications et, si possible, des nouveaux marchés. C'est pour ça que c'est plutôt un domaine dans lequel on va plutôt rapprocher le monde académique avec le monde industriel. Et un exemple très simple dans ce cas-là, c'est la chimie des polysaccharides. Alors, les polysaccharides, vous voyez ici, ce sont des polymères naturels de sucre que l'on peut couper un petit peu où on veut, que l'on peut également fonctionnaliser en surface. C'est-à-dire qu'avec ces polymères de sucre, eh bien, on est capable aujourd'hui d'avoir des propriétés physico-chimiques qu'il est extrêmement difficile d'avoir avec des polymères issus du fossile. Et donc, naturellement, ce sont des polymères qui, finalement, ont plus de facilité à pénétrer le marché, principalement dans des domaines de la cosmétique, de l'alimentaire, etc., où vous pouvez avoir des molécules qui ont des propriétés émollientes, épaississantes, adhésives, émulsionnantes, etc. Et un de leurs atouts, alors, il ne faut pas en faire une généralité pour les molécules biosourcées, mais un des atouts, c'est que souvent, on a des molécules biodégradables. Mais bon, on est bien d'accord, c'est pas parce qu'on va faire de la chimie biosourcée qu'on a forcément des molécules biodégradables. Et ce qui est important également, mais je pense que beaucoup d'entre vous en êtes conscients, c'est qu'une molécule biosourcée, ça ne veut pas forcément dire que vous faites une chimie durable. Et il est nécessaire de prendre en compte, eh bien, par exemple, toute la chaîne
de vie de la molécule, donc tout ce qu'on appelle tout ce qui est life cycle assessment. Donc, en allant de la matière première, finalement, est-ce qu'on va exploiter des fermiers? Est-ce qu'il y a de l'exploitation d'enfants? Est-ce qu'on rétribue de manière très juste les producteurs? Est-ce qu'on conduit finalement à un développement sociétal des gens qui produisent cette matière première, au processus de transformation de cette matière première qui doit être le plus vertueux possible et jusqu'à la fin de vie de la molécule avec deux options. Soit eh bien l'objectif c'est de la disperser dans l'environnement et à ce moment-là essayer d'anticiper quelle est la fin de vie et comment cette molécule va se dégrader dans l'environnement. Ou alors, et c'est le cas notamment Sabrina parlait des plastiques ou des polymères au sens large tout à l'heure, essayer de leur redonner une deuxième vie lorsqu'ils sont en fin de vie. Sabrina, je te relaisse la parole. Oui, merci, le temps. Alors, François, tes travaux de recherche sont fondés sur l'utilisation d'agents physiques qui évitent un… Ça a coupé, Sabrina, je pense que je peux… Ouais, est-ce que tu m'entends là ou pas? Oui, je t'entends. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment quant aux technologies existantes pour faire de la chimie durable et nous donner des exemples en termes d'applications en cosmétique, agroalimentaire, etc. Oui, tout à fait. Alors, je prends un exemple simple qui est la chimie des sucres. Alors, avec les sucres, on a un problème que vous connaissez tous, c'est que si on chauffe un petit peu trop un sucre, mais on forme du caramel. Donc, nous, on veut absolument éviter de faire du caramel dans nos réacteurs. Et donc, il faut trouver des technologies, bien sûr sélectives, mais qui soient capables d'activer le sucre à basse température. Et donc, plutôt que de s'orienter vers des activations chimiques, par exemple avec l'emploi de catalyseurs, on a plutôt regardé s'il était possible de faire des activations physiques, cette fois-ci, de ces molécules. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Un exemple simple, si on prend le sucre, le glucose ici, généralement, lorsque vous faites l'oxydation du glucose, vous oxydez ici sur la position anomérique et vous allez essentiellement à l'acide gluconique. Il y a une oxydation qu'on essaye de faire, notamment dans le domaine de la cosmétique, et c'est très intéressant. C'est l'oxydation ici, non plus sur la position anomérique ici, mais sur ce CH2OH, pour accéder à ce que l'on appelle l'acide glucuronique. Et l'acide glucuronique, il est intéressant parce qu'en fait, c'est une brique de base pour faire l'acide hyaluronique, probablement que vous connaissez tous au travers des différentes publicités, donc pour les crèmes anti-rides, anti-âge. Et donc, c'est un polymère pour lequel il y a vraiment un marché assez important. Donc, l'objectif ici, c'était finalement, est-ce qu'on peut développer une technologie qui, plutôt que d'aller vers le gluconique, va forcer à aller vers le glucuronique, la molécule rouge. Et puis, cette technologie, comment est-ce qu'on peut activer le sucre à basse température pour éviter bien une coloration des crèmes cosmétiques, puisque bien souvent, ce que souhaite le consommateur, c'est d'avoir des crèmes qui soient parfaitement blanches. Donc, en fait, on s'est intéressé, je vais essayer d'expliquer ça de manière très simple, on s'est intéressé aux ultrasons, et notamment les ultrasons de haute fréquence. Alors, comment ça fonctionne? En fait, vous envoyez une onde ultrasonore dans un liquide, et donc le liquide, il va être comprimé, puis décomprimé. Et au moment où vous décomprimez un petit peu le liquide, vous allez générer une bulle de gaz qui va absorber l'énergie, je dirais, des ondes ultrasonores et grossir et emmagasiner de l'énergie. C'est un petit peu comme lorsqu'on va gonfler un pneu de vélo avec une pompe et la pompe, on sent qu'elle chauffe, c'est exactement le même principe. Et en fait, lorsque cette bulle, elle ne peut plus contenir l'énergie, eh bien, elle implose et on voit cette libération d'énergie ici sous la forme d'un flash lumineux qu'on appelle de la sonoluminescence. Et en fait, lorsqu'un chimiste il regarde un petit peu cette bulle de cavitation, il voit un petit peu comme un petit micro-réacteur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la bulle, vous allez atteindre des pressions et des températures qui sont extrêmes. Et donc, toutes les molécules gazeuses qui vont pouvoir diffuser à l'intérieur de cette bulle, bien évidemment, elles vont être instantanément pyrolysées. Donc, si on prend par exemple des vapeurs d'eau, eh bien, on va pouvoir couper la liaison H-OH et former des radicaux OH et H. Et une fois que cette bulle, elle va imploser, elle envoie les radicaux en solution, où là, il y a deux options. Les radicaux se recombinent entre eux, ou alors ils vont venir réagir avec un substrat pour conduire à la formation d'un produit de réaction. Et tout l'enjeu ici, c'est bien évidemment de contrôler la sélectivité de ces réactions radicalaires pour éviter de faire des sous-produits qui ensuite peuvent devenir des déchets. Donc, je vais vous donner un exemple avec le sucre, où là, on a commencé en fait à faire une étude assez intéressante par DFT avec des collègues qui sont localisés à Singapour et qui ont regardé un petit peu, par modélisation tout simplement, quelle pourrait être la réactivité des radicaux avec le sucre. Donc en fait, la première étape, c'est que ce OH réagit ici avec ce H,
Ce H vient s'additionner ici. Donc, très rapidement, en fait, vous faites l'ouverture du sucre en acide gluconique qui est ensuite oxydé. Pardon, vous ouvrez le sucre qui est ensuite oxydé en acide gluconique. La deuxième voie, eh bien, c'est l'oxydation en position C6 où vous allez au glucuronique. Donc, cette voie, malheureusement, elle se fait à un niveau d'énergie un petit peu plus élevé, ce qui explique pourquoi les catalyseurs vont s'engouffrer vers cette voie. Donc, en fait, par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que si vous supprimez les radicaux H, eh bien, cette fois-ci, cette voie, elle se fait avec des niveaux d'énergie qui sont extrêmement élevés et normalement, le système doit s'engouffrer vers la formation d'acide glucuronique. Donc, en fait, très simplement, pour accélérer un petit peu les choses, en fait, comment est-ce qu'on peut bloquer ces radicaux H? Eh bien, en fait, on a combiné les ultrasons haute fréquence avec de l'oxyde de cuivre. Et effectivement, on s'aperçoit que le glucose vient exclusivement à l'acide glucuronique. Alors, comment ça fonctionne? J'ai résumé un petit peu sur ce schéma. En fait, lorsque vous avez des particules d'oxyde de cuivre, qui est notre catalyseur dans le réacteur, elles servent de nucléi pour la croissance des bulles de cavitation. Et ce qui est très intéressant, vous voyez ici sur cette vidéo, ici vous avez la surface du matériau, ici vous avez la bulle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la bulle, lorsqu'elle implose, elle vient imploser vers la surface du matériau. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer les radicaux en solution, elle les envoie vers la surface du matériau. Et si votre matériau est un catalyseur, vous pouvez avoir un effet de synergie. Donc ce qui se passe ici, c'est que les radicaux H réagissent en fait avec la surface de l'oxyde de cuivre. Donc vous transformez les radicaux H en H2O. Vous réduisez partiellement votre oxyde de cuivre. Et en surface ici, bien, vous n'avez plus du tout cette réaction en fait de transformation des H- en H2O. Elle est très rapide. Elle est si rapide d'ailleurs que le sucre, il voit pratiquement pas que vous avez des radicaux H en surface. Et en ce moment-là, vous ne pouvez plus ouvrir le sucre et vous allez sélectivement à l'acide glucuronique. Et vous voyez que le procédé est très sélectif puisque si vous regardez la sélectivité en fonction de la conversion, vous apercevez qu'à des conversions de 85-90%, vous avez des sélectivités extrêmement élevées en acide glucuronique. Donc, on a transposé un petit peu ces technologies à d'autres systèmes, notamment à la cellulose, où on est venu faire imploser des bulles de cavitation en surface de cellulose. Et là, en fonction de la taille des particules de cellulose, on peut avoir une dépolymérisation plus ou moins importante de cette cellulose, voire dans certains cas aller jusqu'au glucose. Et on peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire de faire une transformation de cette cellulose sans solvant et sans catalyseur. Donc là, on switch de la technologie ultrason à la technologie plasma atmosphérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour en discuter, mais grosso modo, retenez que cette technologie fait à peu près la même chose qu'aux ultrasons, c'est-à-dire qu'on va générer des radicaux OH et H. La différence, c'est qu'ici, on est dans l'eau, ici, on est à l'état solide. Donc, en fait, quand vous avez généré ces radicaux, vous commencez à dépolymériser la cellulose, mais en même temps, vous séchez un peu la cellulose et lorsqu'il n'y a plus d'eau dans la cellulose, eh bien, ça recombine et ça, c'est intéressant parce que vous partez d'une cellulose qui n'est pas du tout soluble dans l'eau et vous obtenez à la fin, juste par un traitement physique, des oligosaccharides que vous allez pouvoir ensuite transformer. Alors, juste pour vous donner une petite anecdote très rapide, en fait, on dit toujours que le caramel ne nous intéresse pas dans la chimie des sucres. C'est pas tout à fait vrai. En fait, on avait travaillé avec l'Université de Séville. Il faut savoir que dans le caramel que l'on mange de tous les jours, il y a ce qu'on appelle des molécules probiotiques, c'est-à-dire des molécules pour la santé, le bien-être. Et donc, on avait travaillé avec l'Université de Séville et une société espagnole, notamment pour fabriquer du caramel à partir des sirops de fructose. Et le procédé qu'on avait développé est relativement simple. On partait de sirop de fructose et on pressurisait le réacteur avec du dioxyde de carbone. En fait, le dioxyde de carbone réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique. Et à ce moment-là, vous avez une caramélisation très propre en fait du fructose pour former du caramel. Et la chance qu'on a eue, eh bien, c'est que ce caramel contient beaucoup plus de molécules probiotiques que le caramel que l'on achète dans la vie de tous les jours au supermarché. Et le deuxième intérêt, si vous voulez, c'est que lorsqu'on relâche la pression en CO2, le système revient en arrière, on relibère du CO2 et de l'eau, et donc vous avez un caramel qui est complètement exempt, par exemple, de catalyseurs acides que l'on pourrait mettre, comme par exemple les grands-mères qui rajoutaient de l'acide citrique ou des choses comme ça. Donc on a vraiment un caramel qui est extrêmement pur. On l'a fait tester aujourd'hui dans des élevages porcins pour regarder un petit peu le bien-être animal à Séville. Alors, on s'est heurté à quelque chose finalement sur lequel on ne s'attendait pas. C'est qu'en fait que les porcs, je me suis rendu compte, n'aimaient pas le caramel. Et donc, en fait, tout l'enjeu sur ce projet-là aujourd'hui n'est pas non du tout de faire le caramel, mais c'est plutôt aujourd'hui de trouver un moyen assez simple pour que les porcs puissent manger du caramel. Donc voilà, ça a un petit peu changé ma vision sur les élevages porcins. Je ne les pensais pas aussi difficiles.
L'autre exemple, et je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce que je pense qu'on a pris un petit peu de retard, c'est un exemple de projet collaboratif public-privé, donc où on travaillait à l'époque avec la société ARD, qui est une bioraffinerie dans le nord de la France et qui travaille sur la synthèse d'alkyl polyglycoside, donc qui sont ces sucres couplés à des chaînes grasses, donc qui sont des tensioactifs, qui sont utilisés par exemple en détergence ou en cosmétique en tant que tensioactifs puisqu'ils sont stables, biodégradables et non toxiques. Et en fait, le problème avec ces alkylglycosides, c'était le coût, puisqu'on avait des molécules qui étaient aux alentours de 1,50 € du kilo. Alors, ça paraît pas élevé, mais par rapport à des tensioactifs d'origine pétro, ça reste assez élevé. Et donc, on avait deux options pour baisser le coût. Soit optimiser le procédé, je ne vais pas en parler aujourd'hui, soit c'est de partir d'une source moins onéreuse de sucre, puisqu'ici, le procédé utilise soit du glucose raffiné, soit du sirop de glucose. Et une source moins onéreuse de sucre, ce sont des déchets de biomasse, par exemple la paille. Et ARD avait développé un procédé où, à partir de la paille, ils éliminaient la lignine. Ils récupéraient les hémicelluloses sur lesquelles ils faisaient leur business essentiellement pour faire des tensioactifs. Et reste cette partie cellulose qui est très, très récalcitrante aux transformations chimiques. Et la grande question, c'était est-ce qu'on pouvait fabriquer des tensioactifs à partir de cette cellulose dans l'idée générale d'avoir une espèce de valorisation de la plante entière. Alors, la nature, elle fait bien les choses parce que la cellulose, elle est extrêmement récalcitrante à l'hydrolyse. C'est d'ailleurs pour ça, lorsqu'il pleut, notamment, les arbres sont toujours là. Alors, la nature, en fait, elle a mis au point des systèmes de défense qui sont extrêmement sophistiqués. Donc, on en connaît au niveau macromoléculaire, puisqu'on a des réseaux de liaison hydrogène, on a des interactions de Van der Waals, hydrophobes, etc., qui vont assurer la cohésion du cristal. Et ce qu'on sait un petit peu moins, et depuis finalement assez peu de temps, c'est que les principaux effets sont au niveau moléculaire. Donc, en fait, si vous regardez la liaison glycosidique, ici, lorsqu'on va vouloir rompre cette liaison, généralement, on utilise des catalyseurs acides. Et votre proton, il va aller sur un site basique. Donc, idéalement, votre proton, il doit aller sur cet oxygène. Et pas de chance, les oxygènes, en fait, qui sont autour de cet oxygène anomérique, sont beaucoup plus basiques, et notamment CH2OH. Ce qui fait que lorsque votre proton, il approche, il est piégé tout de suite par les CH2OH. Et en fait, l'autre effet, c'est ce qu'on appelle un effet exoanomérique. C'est qu'en fait, vous avez une rétrodonation de cet orbital vers cet orbital. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous raccourcissez la liaison carbone-oxygène qui devient donc plus difficile à rompre. Et vous venez établir ces deux liaisons hydrogène qui viennent loquer la structure. Ça veut dire que on sait que si vous voulez protoner cette liaison et couper, c'est à peu près 90% de l'énergie liée à l'énergie d'activation sur la dépolymérisation de la cellulose. Donc, ce qu'on avait remarqué avec des groupes aussi en Allemagne, c'est que lorsque vous faites du broyage de la cellulose, eh bien, les forces mécaniques vont modifier la conformation des chaînes cellulosiques. Vous venez notamment casser ces deux liaisons hydrogènes. Et en fait, la liaison, elle sort du plan et devient beaucoup plus réactive. Bien sûr, si on arrête le broyage, le système, il relaxe, il revient à son état initial. Mais si pendant le broyage, au moment où vous changez la conformation de ces chaînes de cellulose, vous avez un catalyseur acide, eh bien, vous pouvez toucher la position anomérique et couper. Et il y a assez d'eau, en fait, dans la cellulose pour assurer sa propre dépolymérisation. Et donc, vous pouvez développer comme ça des procédés sans eau. C'est ce qu'on a fait. Donc, Solvay est venu se greffer au projet. Et notamment, on a broyé la cellulose avec des membranes perfluorées, donc qui sont commercialisées sous le nom de Aquivion. Et en fait, lorsque vous faites ça, très rapidement, sans eau, juste à l'état solide, vous avez une dépolymérisation de la cellulose assez importante, puisque pour ceux qui connaissent, vous voyez ici la chromatose d'exclusion stérique, et on voit qu'après broyage, on a des DP, des degrés de polymérisation qui sont en dessous de 6, donc on a vraiment dépolymérisé de manière très importante. Et ensuite, il vous suffit de faire réagir ça avec l'alcool gras, vous avez une très jolie glycosylation qui se passe, et vous voyez, vous obtenez bien les alkylglycosides avec des rendements tout à fait intéressants et des productivités de réacteurs qui sont également en lien avec ce qui est attendu dans l'industrie. Alors, on a également transposé ça directement au départ de paille pour former directement les mélanges donc, de tensioactifs sur la partie hémicellulosique et sur la partie cellulosique. Alors, très rapidement, comme je vous disais, on fait toujours une analyse de cycle de vie dans ce cas-là, qui a été faite cette fois-ci par Bordeaux, à l'ISM de Bordeaux, où très honnêtement, lorsqu'on compare le procédé de mécanocatalyse avec le procédé industriel, donc là, c'était sur les données de chez ARD, on voit des petites différences. Bon, il y a très peu de différences. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des impacts environnementaux proviennent de la fabrication de l'alcool gras, donc essentiellement l'huile de palme, etc., etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est lorsque, je vous l'ai pas dit, mais la lignine ici,
lorsqu'on prend cette lignine, même si c'est pas le cas idéal, qui est le coproduit en fait de ce procédé, si on la brûle, eh bien on fournit à peu près 98% de l'énergie nécessaire à la réaction de glycosylation. Donc sur ces technologies, aujourd'hui, on a créé une start-up qui s'appelle Biosdev, donc qui est pilotée par ces deux anciens étudiants du labo, qui aujourd'hui développe à l'échelle de plusieurs kilogrammes, eh bien le broyage en milieu acide de cette cellulose ou même d'autres déchets d'ailleurs pour produire des sucres qui sont principalement à destination de la cosmétique et de l'alimentaire. Et voilà un projet en cours qui est par exemple soutenu par le CNRS où on a un échange avec le Ghana, avec des producteurs fermiers où on va récupérer donc toutes les cabosses de chocolat et puis pour essayer par cette technologie d'en sortir les sucres avec deux débouchés possibles. Soit on redonne les sucres au niveau des chocolateries puisque le sucre est utilisé pour la brillance des nappages, etc. Ou soit tout simplement pour l'envoyer en tant que matière première pour refaire des produits chimiques type cosmétiques, détergents, matériaux, voilà, etc. Donc en conclusion, pour moi, sur la chimie biosourcée, pour moi, je vois les deux verrous pour moi qui sont importants, c'est vraiment le contrôle de la sélectivité des réactions parce qu'on travaille avec des molécules qui sont très très fonctionnalisées et sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de recul. Quelque chose dont j'en ai pas beaucoup parlé, mais je le mentionne quand même, c'est que souvent, si vous regardez dans les publications académiques, on va travailler avec des solutions assez diluées de sucre. La raison, c'est toujours la même chose, c'est qu'on veut éviter de faire du caramel pour pas que ça empoisonne les catalyseurs, etc. Mais il y a vraiment un enjeu extrêmement important d'être capable de développer des procédés catalytiques à partir de substrats biosourcés avec des concentrations beaucoup plus importantes. Et là, bien évidemment, ça nécessite la recherche de nouvelles technologies. Et la stratégie, pour moi, c'est ce que j'ai probablement tiré profit de la fonctionnalité chimique qui est présente dans la biomasse pour amener des nouvelles performances et donc faire progresser une application. Et là, bien évidemment, il faut faire une recherche partenariale extrêmement étroite entre la partie recherche publique et privée. Et c'est pour ça qu'on a monté le consortium INCRISE, dont je pense qu'on va parler dans quelques instants. Sabrina, je ne sais pas si tu nous entends, sinon je continue. Oui, c'est bon. Non, je veux bien du coup que tu nous parles de l'objectif de la Fédération de recherche INCRISE et comment les industriels peuvent vous rejoindre. D'accord. Alors très simplement, en fait, c'est un réseau de recherche en fait qu'on a monté entre des laboratoires académiques, donc qui sont principalement localisés dans l'ouest de la France. Et l'objectif, lorsqu'on a regroupé ces laboratoires académiques, c'était de faire une boîte à outils qui puisse répondre à des problématiques d'industriels. Donc, on va retrouver là-dedans des gens qui sont sur la catalyse, qui sont sur les impacts environnementaux, qui sont sur l'analyse de cycle de vie, sur le génie des procédés, sur qu'est-ce que j'oublie encore, les polymères, etc., etc. Et puis en face, on travaille avec des industriels. Donc, vous en avez certains ici qui sont mentionnés ici. Et l'objectif, c'est d'intégrer le plus en amont possible des projets de recherche des problématiques industrielles. Donc, ça peut être par exemple certaines cibles, ça peut être certaines spécifications comme des productivités de réacteurs, des choses comme ça, de manière à avoir une recherche pré-compétitive qui, le plus facilement possible, puisse aller vers une recherche compétitive. Alors, on ne fait pas de transfert, on ne fait pas de choses comme ça dans une crise, mais l'idée, c'est vraiment d'explorer ensemble avec les industriels quelles sont un petit peu les innovations, les grandes innovations, si on se projette à 10-15 ans dans le futur, dans la chimie, sur lesquelles il faudra travailler. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce consortium, c'est que, mis à part la recherche et le réseau, c'est qu'en fait, on a aussi une action vers la formation, puisque certains industriels viennent notamment dispenser des cours, par exemple, dans les formations de master. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que dans les universités, malheureusement, tout ce qui est enseignement de la chimie industrielle a un petit peu disparu. Donc, ça permet de remettre un petit peu ça et les étudiants sont très demandeurs. Et puis également, une grosse action vers l'ouverture vers le grand public que l'on gère notamment au travers de ce congrès qui est l'ISGC, donc qui est organisé tous les 2 ans à La Rochelle. Donc, je pense que certains, vous le connaissez. D'ailleurs, la prochaine édition aura lieu en 2022. Donc, c'est un congrès de sciences, mais dans lequel on demande également aux industriels de venir parler aux académiques sur les verrous scientifiques, technologiques qu'ils rencontrent. Donc, en fait, généralement, alors on n'a pas la parité académique et industrielle, mais la dernière édition, on est monté quand même à 40% de participation industrielle. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin là d'échanger entre académique et industriel et on surfe un petit peu là-dessus pour faciliter un petit peu ces interactions. Donc, profitez-en. Hein. Les abstracts, c'est en cours en ce moment et la deadline est le 15 décembre. Donc, on en a reçu déjà pas mal. Et pour les petits retardataires, n'oubliez surtout pas d'envoyer vos abstracts prochainement.
Et puis, je peux peut-être présenter aussi le GDR Cosmactif, si tu m'autorises, Sabrina. Je t'en prie. Ouais, parce que je ne sais pas trop si tu m'entends bien, c'est pour ça que j'avais un doute. Donc, en fait, juste pour vous dire en fait, qu'il y a un GDR qui existe. Donc, les GDR, ce sont des groupements de recherche donc, qui regroupent aujourd'hui 50 équipes de recherche, dont IC2MP. Donc, vous avez les universités, vous avez différents organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, l'IFREMER. Donc, c'est à peu près 250 chercheurs, enseignants-chercheurs. Le responsable, c'est Richard Danielou. Donc, c'est un groupement de recherche qui est vraiment axé sur la cosmétique. Vous voyez, il y a 3 axes. Il y a un axe sourcing, bioactifs, ingrédients, formulation et vectorisation, cibles et modèles biologiques. Et puis, vous avez un axe transversal sur l'innocuité et conservation. Donc, pour participer à tout ça, si vous êtes intéressé plus par la partie fédération INCRISE, eh bien, vous me contactez directement, il n'y a aucun problème. Et si vous êtes intéressé pour la partie GDR, eh bien, vous pouvez contacter Richard Danilou, qui est professeur à l'Université d'Orléans, et vous avez ses coordonnées ici. Merci beaucoup, Le François. reste, bien évidemment. Vas-y. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Sabrina. Malheureusement, Sabrina, quelques problèmes Merci de à vous. liaison nous ont coupé de ton savoir, mais bien. Évidemment, nous posons toutes les questions. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à François et Sabrina par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas. De mon côté, j'ai quelques questions qui viennent d'arriver et elles sont à destination de François. Quels sont les marchés impactés pour la chimie du végétal en grande majorité? Aujourd'hui, alors on m'a déjà posé la question. En fait, aujourd'hui, la chimie du végétal reste une chimie qui reste quand même relativement chère. Même si on peut avoir des performances un peu plus accrues dans certains domaines, ça reste une chimie qui est plus chère que la chimie pétrosourcée parce qu'elle est moins optimisée, etc. Au jour d'aujourd'hui, du moins. Et donc, aujourd'hui, les domaines d'application sur lesquels on va retrouver beaucoup la chimie du végétal, c'est la cosmétique, qui est assez friand de molécules d'origine renouvelable. On retrouve de plus en plus dans le domaine des matériaux aussi, alors notamment pour tout ce qui est packaging, mais c'est vrai que des packaging peut-être un peu plus de luxe. Voilà, c'est vraiment les domaines. Après, on va retrouver l'alimentaire, la détergence, mais on va déjà être sur des molécules qui vont être, je dirais, dans des tonnages plus importants. Et donc là, voilà, il y a un peu plus de compétition en termes du coût. Mais je dirais que sur la partie cosmétique, la marge fait que c'est un domaine dans lequel les molécules d'origine végétale pénètrent un peu plus vite, je dirais, le marché. Alors j'ai une seconde, merci beaucoup François. J'ai une seconde question qui vient d'arriver, qui est un peu proche de la première d'ailleurs. Quid du prix de la MXD biosourcée par rapport à la voie de la pétrochimie? Point d'interrogation. Très bonne question. Non, très bonne question. J'en ai aucune idée au jour d'aujourd'hui. Très probablement, en toute honnêteté, si on regarde le procédé qui est mis en œuvre, je pense qu'aujourd'hui la MXD biosourcée, elle va être trop élevée, si vous voulez. Alors, c'était pas forcément le but quand on a développé ces recherches d'avoir une molécule qui soit à un coût compétitif. C'était plutôt de montrer qu'il était possible, par des moyens relativement simples de synthèse, d'accéder à cette MXD à partir du végétal. Bien évidemment, alors on n'a pas fait l'étude économique. Je pense que ça passe pas la barre par rapport à la MXD pétrosourcée, mais on sait par exemple qu'on peut combiner au moins 2 étapes en une. La partie tilsaldaire et aromatisation peut se faire en une seule étape. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut regarder. Mais même déjà, quand on voit le prix du furfural, le prix du furfural fluctue. Les premières présentations, je me souviens, je disais qu'il était entre 1 euro et 1,05 €. Aujourd'hui, j'ai regardé, je crois qu'il est plus proche des 2,50 €. Donc, ouais, c'est extrêmement difficile d'être impactant d'un point de vue économique. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est par exemple si on prend le cas de la téléphonie. Si par contre demain il y a une législation qui tombe et ça peut arriver en disant voilà interdit de faire la MXD à partir de ressources fossiles, là, il y a au moins une échappatoire, une possibilité au moins pour les fabricants de MXD d'avoir un accès à une voie biosourcée. Merci beaucoup François. Encore une question qui vient d'arriver concernant l'énergie utilisée pour les transformations, catalyse ou autres. Est-ce que l'énergie biosourcée ou elle-même biosourcée? Alors attendez, je recommence. Est-ce que l'énergie pétrosourcée ou elle-même biosourcée?
Est-ce que tu veux que je Sur les reformule? Alors, je sur même reformule. l'énergie décarbonée ou pas. Alors, en fait, l'idée, c'est l'énergie utilisée pour les transformations, catalyse ou autre. Est-ce que l'énergie pétro-sourcée ou elle-même est biosourcée? Alors au jour d'aujourd'hui, n'importe quel procédé aujourd'hui dépend directement de ressources qui vont être pétro pour l'énergie. Bien évidemment, le Graal, l'idée, c'est de coupler ces technos à des sources d'énergie renouvelables. Bon, dit ça, c'est encore un autre problème, mais c'est vrai que cette question soulève un point important et on le voit notamment également avec toute la chimie autour du dioxyde de carbone. C'est quelle est l'énergie qu'on dépense, c'est par rapport à l'énergie qu'on économise. Alors, je vais être très honnête sur les technologies aujourd'hui type ultrasons, plasma, qui sont des technologies très exploratoires. Ce sont des technologies qui consomment de l'énergie. Donc très clairement, là, il y a deux options. Soit vous arrivez à faire un produit que vous n'arrivez pas à faire par voie pétrochimique, et à ce moment-là, ça vous permet de vous différencier sur le marché pour essayer de pousser votre produit. Ou l'autre option, et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de coupler à des sources renouvelables d'électricité, par exemple avec des sources d'énergie solaire ou des choses comme ça. Mais là, on se heurte à des rendements énergétiques qui sont pas forcément très important. Mais je dirais que ça, c'est une question générale qui touche au sens large la chimie, avec tout ce qui est aussi électrification des procédés, etc. Donc, effectivement, c'est une question aujourd'hui qui reste en suspens. Merci François. J'ai une question qui vient d'arriver encore. Vous n'avez pas parlé de chitosane. Malgré les tonnages importants, quelles sont les applications potentielles de ce composé d'après vous? Alors, j'en ai pas parlé beaucoup. Nous, on s'est intéressé à ce composé. On l'a passé dans nos broyeurs, pour vous dire la vérité. On l'a passé dans nos broyeurs pour le dépolymériser. Nous, ce qui nous intéressait, c'était des petits. Alors, je sais pas, je suis pas un expert du chitosan, etc. Mais nous, ce qu'on voulait en faire, c'était des petits oligomères pour récupérer ensuite le groupement NH2, enfin, on désacétyle pour récupérer le groupement NH2 et ensuite faire des aminations réductrices. Derrière, l'idée, c'était d'aller faire des tensioactifs. Donc, nous, l'objectif, on a pas mal travaillé avec ce chitosan, d'ailleurs aussi avec une société qui n'existe plus, là, qui était sur Poitiers, qui élevait des larves d'insectes et qui donc produisait du chitosan et sur lesquels on avait travaillé. Donc, nous, l'idée, oui, on a travaillé dessus avec les technologies que je vous ai présentées, mais essentiellement pour la finalité, c'était dépolymériser et ensuite fonctionnaliser pour faire des tensioactifs. Merci François. Une autre question. Sous quel horizon le basculement pétro vers biosourcé est-il prévu, selon vous, hein selon toi? C'est extrêmement difficile de répondre à ça. Ça rejoint aussi la question précédente sur la dépendance aussi de la chimie à des procédés fossiles, enfin, en termes de production d'énergie. Honnêtement, c'est difficile à dire. Bien sûr, on souhaite que ça aille vite, mais il faut pas oublier quand même que la chimie, elle a mis presque 50, 60 ans à développer toute la chimie, enfin, pour être complètement optimisée à partir de la chimie du fossile. Je pense qu'il faudra au moins autant de temps pour la chimie biosourcée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de molécules biosourcées. Il suffit d'aller dans les grandes surfaces. On voit, il y en a de plus en plus. Mais quand même, je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça va prendre du temps. C'est difficile de dire combien de temps, mais ouais, je dirais qu'il y a au moins 40, 50 ans encore devant nous avant vraiment. Puis je suis pas sûr qu'on substituera complètement le carbone fossile par du carbone biosourcé. Je pense que aujourd'hui, en fait, si on trouve, alors je vais peut-être dire peut-être une réponse un peu provocatrice, mais si demain on trouve la solution à l'énergie, c'est-à-dire qu'on a une énergie qui est complètement décarbonée, vous voyez, la chimie, elle représente que 10 à 15% finalement de l'utilisation de ce carbone fossile. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut faire des procédés extrêmement propres encore à partir du fossile, peut-être même plus propres qu'à partir du végétal. Donc, je pense pas qu'il y aurait dans la chimie, je parle pas de l'énergie, mais dans la chimie, je suis pas sûr qu'il y aurait une substitution totale de substrats pétrosourcés par des substrats biosourcés. Je pense que la biomasse doit apporter, par contre, des progrès dans certains domaines où la pétrochimie, on n'arrive pas à aller plus loin. Par exemple, les polymères. Je sais pas, certains tensioactifs, tout ce qui va, même si c'est pas
sûr à 100%, mais là où on va avoir besoin, par exemple, de biodégradabilité, ben, on a un peu plus de chance parfois avec des molécules biosourcées, même si j'insiste sur le fait que c'est pas parce que c'est une molécule biosourcée que c'est biodégradable. Alors, François, j'ai de nombreuses questions qui arrivent dans le chat, mais on arrive au terme. On va prendre une dernière question. Et ce que je propose à l'ensemble de nos auditeurs, c'est de faire parvenir vos questions à François afin qu'il puisse y répondre directement par la suite et on vous renverra l'ensemble des informations et les réponses à vos questions. Une dernière question, François? Oui, d'accord. On parle de chimie verte, mais nous sommes... Si vous voulez poser d'autres questions, il n'y a pas de souci. D'accord. On parle de chimie verte, mais nous sommes confrontés à des besoins de substitution de matières premières siliconées. Est-ce que des matières à base de carbone peuvent avoir les mêmes performances? Alors là, on a déjà parlé. Alors, je vais avoir du mal à répondre parce que je ne suis pas du tout un expert de tout ce qui est matériaux siliconés. Ça dépend des performances qui sont recherchées par les silicones. Je dirais que si on arrive à avoir des performances identiques avec des polymères biosourcés, pourquoi pas. Mais là, je suis un peu sec pour répondre parce que je suis pas du tout un expert de ce genre de chimie. Donc, je ne voudrais pas vous répondre une bêtise. Mais je pense que la clé derrière, on y revient toujours, c'est vraiment la performance du produit. Donc, si on peut atteindre une performance identique ou voire supérieure ou complémentaire par rapport à des composés ou des matériaux siliconés actuels, je dirais pourquoi pas, mais voilà, je suis pas un expert du domaine. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer ce webinaire et je te fais parvenir l'ensemble des questions, François, et nos différents Bien sûr, j'y auditeurs répondrai. auront la possibilité d'avoir une réponse en direct. En tout cas, si tu peux passer la dernière slide, François, ce serait super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via finance-eming.com et nous les ferons parvenir à François. Je remercie François et Sabrina pour leur exposé fort intéressant. Et en cette période compliquée, je vous demande de tous prendre soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout d'excellentes fêtes de Noël. À très bientôt. Au revoir François, au revoir Sabrina. Merci. Au revoir. Au revoir.